Bonjour, merci pour votre venue à cet atelier. Qu'est-ce qu'un projet innovant? Thématique ô combien importante, l'innovation pour développer vos entreprises, tous secteurs confondus. Et thématique aussi très particulière au niveau de Big. On parle de BPI France Inno Génération. Donc c'est bien aussi donner cette envie d'innover, donner l'envie de changer, donner l'envie de développer des produits, des offres, des solutions qui vont concurrencer ou qui peuvent même créer des marchés sur des approches qui sont totalement nouvelles, avec une vision de l'innovation qui, vous allez le voir, par rapport aux participants, aux intervenants, que je remercie, un spectre d'innovation qui va être très très large et très complet. Rapide présentation, je fais le tour de la table et après je laisserai la parole aux intervenants. Claude Sabatin, donc, responsable création entrepreneuriat et qui a été pendant 15 ans délégué innovation en Auvergne-Rhône-Alpes. Paul Alexis de la société 7 Familles, qui est une jeune entreprise normande. Nicolas de la société Nicolas Régnier de la société DataSolus. Olivier Kersalé d'Initiative France, en charge du programme Initiative Remarquable et des actions innovation, et tu nous en diras plus. Et puis Philippe Métayer, qui est la French Tech à Bordeaux. Pour commencer, la question, qu'est-ce qu'un projet innovant? Alors déjà, la question à elle seule pourrait remplir plusieurs ateliers, mais je vais donner le challenge à mon collègue Claude Sabatin de nous dire, au niveau de BPI France, comment perçoit-on chez BPI France les projets d'innovation et quels sont les grands critères qui permettent justement d'identifier et d'accompagner des projets innovants? Et il y a un petit peu la boîte à outils BPI France sur l'innovation. Ok, bonjour. Alors donc quand Olivier m'a proposé ça, évidemment, il m'a dit t'as que 3 minutes ou 5 minutes, je ne sais plus. Et pour définir ce qu'est l'innovation, ce serait un peu plus long. Et c'est un peu la position qu'on a eue quand on a créé BPI France il y a 7-8 ans, en se disant mais c'est quoi l'innovation? Qu'est-ce qu'on va retenir comme innovation? Donc on a mis des critères, hein. On a fait un petit livre qui s'appelle Innovation nouvelle génération, qui est toujours disponible. Et là-dedans, on a mis les critères de l'innovation. On a retenu 6 critères pour que ce soit innovant. Alors le premier critère, c'est l'innovation technologique, mais il peut y avoir d'autres projets. Ça peut être une innovation de service, une innovation de process, une innovation sociale, et j'en oublie un, ça va revenir. Mais vous voyez que l'idée, c'est surtout d'ouvrir la capacité d'accueillir des projets. Et pourquoi on va dire qu'il est innovant, ou qu'est-ce qu'on va remettre en disant c'est innovant pour décider de mettre de l'argent de BPI dans un projet pour le booster et le lancer, c'est qu'il a une capacité à aller sur le marché. Parce que si vous venez nous voir en nous disant je fais une innovation, le moteur à eau par exemple, on sait que ça ne marche pas, ou alors ça va marcher peut-être dans 30 ans, et donc c'est pas assez rentable rapidement pour nous, donc on ne mettra pas l'argent de BPI. Il y a d'autres organismes nationaux qui peuvent être vraiment dans la recherche et développement très 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 amont. Donc on a un éventail d'accessibilité, donc comme je disais, différentes choses et pas uniquement la technologie. On a même cette année, 2020, introduit vraiment la deep tech, donc là, pour faire très anglais, hein, les notions de technologie très, très marquées pour accueillir d'autres projets innovants avec des formules de financement particulières. Donc on est sur un éventail extrêmement large. Moi j'ai toujours envie de dire qu'il faut rencontrer les gens de BPI, les chargés d'affaires, pour évoquer le projet avec eux, et ils sauront vous dire si c'est un projet qui peut être finançable ou pas. Et s'il n'est pas finançable actuellement, ils vont vous dire pourquoi. C'est-à-dire que soit c'est très éloigné du marché, et donc c'est trop tôt, soit il n'y a pas assez d'innovation, et donc on rentrerait dans un monde concurrentiel extrêmement fort. Si vous me dites aujourd'hui, je fais un service autour d'une plateforme pour vendre des vêtements en ligne, par exemple, bon, c'était innovant il y a 10 ans, c'est plus du tout innovant aujourd'hui. Par contre, un service qui est dans peut-être la vente Internet, mais d'une façon différente, ça peut être intéressant. Donc il ne faut pas s'auto-censurer. On est là pour justement déminer avec vous et orienter le projet pour qu'il puisse accueillir l'argent de BPI qui est sous différentes formes, hein. On va de la subvention, on travaille même en anté-création avec des bourses French Tech, et on va jusqu'à l'investissement, et on sait mettre de l'argent un peu partout en fonction de la maturité du projet. Et puis surtout, ce qui est très, très intéressant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans,
la machine BPI va pouvoir happer tout le projet et le suivre dans sa maturité. Donc au départ, on va être plutôt sous forme de subvention, et puis on va aller petit à petit vers des formules d'avance remboursable, de prêts, innovation et d'investissement, in fine, pour être dans l'accès au marché, par exemple. Voilà, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais il y a d'autres intervenants et on n'a que 30 minutes pour découvrir tout ce monde de l'innovation. Je vous remercie. Merci Claude. Il y a en effet tous les points que tu as précisés. Les équipes innovation de BPI France présentes sur tout le territoire. Chaque direction régionale, chaque antenne même d'implantation de BPI France dispose d'un représentant de l'innovation. Donc c'est souvent dans la première prise de contact que vous allez avoir après déjà un lien qui va s'établir. Et puis tu parlais d'un panel de financement, de subventions, d'aides remboursables, de prêts. Oui, c'est extrêmement large, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'auto-censurer. C'est en fonction de la maturité du projet, c'est en fonction de sa capacité aussi à aller rapidement ou pas vers un marché, donc de créer de la valeur. Donc ça, c'est des choses qui vont être déterminantes dans le choix qui va être fait. Mais c'est un éventail très très large et je ne sais pas combien on met de millions d'euros, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on met beaucoup d'euros sous ces différentes formes chaque année pour les créateurs et les entreprises. Alors pas forcément que les créateurs, hein, des entreprises qui ont pignon sur eux, qui vont faire une diversification avec à la clé au démarrage une innovation pour faire autre chose que leur cœur de métier. On peut aussi accueillir ces projets-là, les aider financièrement à démarrer et puis ensuite elles vont aller vers le système bancaire pour avoir d'autres appuis financiers. Donc un spectre qui peut être assez large en innovation, comme vous l'avez compris. Après, ça va être très dépendant en effet du projet et du porteur. Quand on parle d'une entreprise, une création, c'est le porteur qui est l'âme du projet, qui doit dessiner cette histoire. Ce qui permet de passer justement la parole à Paul-Alexis pour nous présenter le projet Cette famille. Merci Olivier. Qui justement en termes d'innovation est très singulier et très large aussi. Ouais. Merci Olivier, bonjour à tous. Paul-Alexis. Donc effectivement, nous, en termes d'innovation, on n'est pas sur une innovation qui holistiquement est tech. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé un algorithme singulier ou quelque chose qui va être breakthrough par rapport à ce qui existe. Toutefois, on a une innovation de modèle et une innovation sociale. Pour la faire très courte, cette famille, on propose des familles qui sont formées, qui sont agréées, qui sont sélectionnées pour accompagner des seniors et des personnes en situation de handicap à domicile. En gros, on est une alternative à l'EHPAD. Et au lieu d'aller mettre mamie ou papy dans un EHPAD avec 80-100 personnes, nous on va essayer de trouver un foyer dans le bassin de vie à proximité où maximum les gens seront 3 par famille, avec un coût beaucoup moins cher. On est à peu près à 1 000 € de reste à charge versus une moyenne de 1 800 € en moyenne dans le cadre des EHPAD au niveau national. Donc nous on n'est pas sur une innovation technologique, mais on a senti qu'il y avait un besoin sur un marché, qui était le besoin donc sur le marché de la Silver Eco, le marché des seniors, et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin sur la partie hébergement, sur un entre-deux entre le domicile et l'établissement collectif. Et on s'est dit, mais quel modèle on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour justement apporter une réponse qui soit à la fois humaine, chaleureuse, économiquement viable, parce que l'intérêt c'est aussi de pouvoir perdurer et de pouvoir financer une croissance, donc de financer aussi de l'innovation, tout en ayant une marge que l'on maîtrise, notre objectif étant évidemment de se développer, mais pas forcément de se faire de l'argent sur le secteur des seniors. Donc on a continué comme ça à essayer de trouver le modèle, jusqu'à trouver cette opportunité qui était de se dire, mais en fait, si on fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on reprend papy et mamie et on reprend papy et mamie chez soi ou avec des aidants professionnels qui sont formés pour ça, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde, surtout qu'il y a aujourd'hui des multipathologies. Donc on a finalement trouvé ce secteur, on a regardé au niveau juridique ce qui existait, on s'est inséré dans un dispositif juridique et ensuite on a développé toute la partie innovation. La partie innovation, ça a été quoi? C'était de se dire, déjà, première difficulté, il faut mettre en relation des accueillants avec des accueillis. Donc il faut lancer une plateforme. Pour rien vous cacher, au début on était parti sur une plateforme très tech avec un algorithme de matching avec énormément de variables et on s'est très vite rendu compte que ça marchait pas. Que quand quelqu'un nous téléphonait, que ce soit un aidant ou une personne pour être accompagné, il voulait avoir quelqu'un au téléphone, une personne physique. Donc l'innovation elle n'était pas basée sur le modèle de la plateforme, mais elle a été basée sur le mode de mise en relation, sur un dispositif singulier que personne ne connaissait et qu'on a développé qui s'appelle l'accueil familial. Deuxième type d'innovation, c'est le modèle économique. On s'est dit, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de financer leur place. Comment est-ce que nous, on peut les accompagner sur cette partie financière pour qu'elles puissent accéder aussi et augmenter leur choix d'hébergement. Et donc, on a créé des liens avec les caisses de retraite et les mutuelles
donc en B2B. Et souvent, dans les projets entre guillemets d'innovation, le B2B permet de financer le B2C. Parce que le B2C, c'est aller voir des clients en direct. Et là, mine de rien, avant de créer une masse critique et de réussir à avoir de l'argent avec des clients, c'est très compliqué. Alors que d'aller voir des grosses machines comme des Malakoff Humanis, des Clésia, des AG2R La Mondiale, c'est beaucoup plus simple et les fonds sont beaucoup plus ouverts. Donc on est parti là-dessus et ces fonds-là permettent aussi de financer la place des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, deuxième innovation un peu de modèle. Et donc aujourd'hui, on utilise beaucoup de tech pour nous développer, notamment pour travailler en interne, au sein de l'entreprise en termes de collaboration, pour augmenter notre efficacité. Et comme c'est un dispositif qui était nouveau, on a mis également en place tout un tas, pour le coup, d'algorithmes et de logiciels qu'on a dû développer en interne pour gérer toute la partie administrative de l'accueilli qui devient finalement l'employeur de son accueillant. Donc on a dû monter tout un logiciel, tout un programme là-dessus d'innovation, de plugger ça avec différents CRM pour avoir un truc qui fonctionne et ne pas pouvoir justement perdre de la marge en employant autant de personnes qu'il faudrait, parce que là pour le coup le projet n'aurait plus été rentable. Ce qui est assez incroyable avec BPI, c'est qu'on a commencé il y a 3 ans. Première chose qu'on a eue, c'est la bourse French Tech. On a eu 30 000 € de bourse French Tech. Et au bout de 3 ans, on est à quasiment 2 millions d'euros de financement grâce à BPI. Le dernier financement qu'on a obtenu, c'était 700 000 € sur un programme d'investissement lié au PIA. Et on a aussi réussi... Alors, on a fait des levées de fonds avec des fonds d'investissement comme Idinvest, comme YouFund, comme Malakoff, comme un fonds régional au niveau de la région Normandie. On a levé peu ou prou 7 ou 8 millions d'euros. Et donc, BPI nous a aidés avant chaque période. On avait toujours peut-être... On était un peu raide au niveau trésor. BPI est arrivé pour nous accompagner, pour nous aider. Et ça a été pour nous un vrai canevas dans l'évolution de notre programme, du début jusqu'à la fin. BPI, mais pas que. Alors, tout d'abord, comme on le disait Claude, approche d'innovation très large, comme vous venez de le constater. Peut-être au début un projet qui portait sur avec beaucoup de tech, et puis au final, l'usage, le service. On dit souvent être disruptif, voilà, totalement revoir des codes, des pensées, avec un impact. On parle aussi beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs qui ont une vision sur l'environnement, sur la responsabilité sociale. Donc ce projet en est un superbe exemple, avec une belle réussite, je comprends, en 3 ans. Et alors aujourd'hui, on a 10 000 places réparties un peu partout en France et on a une 40aine de collaborateurs. Bravo. Et BPI n'est pas seul, il y a un écosystème. Exactement. Je crois que Initiative a été aussi un acteur très très important dans le parcours financier, surtout au début, ouais. Et très structurant. Initiative France, des prêts d'honneur, initiative remarquable. Olivier, peux-tu nous en dire un peu plus justement sur cette offre d'accompagnement et de service d'Initiative ? Très rapidement, en fait, le réseau Initiative est le premier réseau associatif de financement non dilutif, on va dire, par le prêt d'honneur des entrepreneurs en France. Donc on est un premier partenaire aussi de BPI France, bien évidemment, on travaille ensemble, mais nous on finance la phase en amont pour renforcer les fonds propres qui permettent de faire un effet levier historiquement sur les banques, mais plus largement aussi sur d'autres acteurs type BPI France, où on recherche justement à pouvoir avoir des fonds propres suffisants. Donc notre rôle vraiment sur cette partie innovation, si on finance 800 boîtes à l'année, plus spécifiquement là-dessus, 800 boîtes en moyenne c'est 50 000 € de prêt d'honneur. Je crois qu'à l'époque vous avez eu à peu près dans ces eaux-là, si je ne me trompe pas, Paul-Alexis. Donc ce qui est entre guillemets faible par rapport à tout le financement que vous avez pu avoir, mais c'est au moment où ça arrive, ça fait l'effet levier, ça permet de donner la confiance et puis investir aussi sur les projets. L'important c'est des boîtes comme cette famille de Paul-Alexis, c'est des boîtes qui, il faut amorcer la pompe pour pouvoir aller sur le marché et avoir la première confiance aussi pour avoir les bons interlocuteurs comme BPI France et les acteurs régionaux, surtout sur l'innovation. Région, BPI France sont les acteurs de financement clés initialement et ça joue vraiment de pouvoir avoir ces fonds propres solides pour avoir le temps de négocier aussi avec ses investisseurs, pour atteindre son marché et pour avoir le premier marqueur entre guillemets. Sur Initiative Remarquable, on parle d'innovation, qu'est-ce qu'un projet innovant, qu'est-ce qu'un projet à impact positif. C'est un projet qui parfois met plus de temps à aller sur son marché aussi et qui va apporter une valeur supplémentaire, qu'elle soit tech ou qu'elle soit justement une question de responsabilité. Clairement, sur cette famille, on voit qu'il y avait une problématique sociétale importante qui s'est encore plus révélée ces derniers temps d'ailleurs, avec la crise qu'on connaît actuellement, donc avec un modèle qui est vraiment très pertinent. On l'avait senti à l'époque, ça a été prouvé, ça se développe. Voilà, Initiative Remarquable, c'était ça aussi, évidemment, avec les partenaires qu'on peut retrouver, aussi bien sur la French Tech que BPI France, bien évidemment. Initiative Remarquable, quand même, qui est un programme d'excellence chez Initiative. C'est qu'habituellement, sur les 220 associations Initiative, les dispositifs de prêt sont accordés localement. Initiative Remarquable, il y a un process un petit peu particulier qui rend justement, quand il y a un accord,
ça rend cet accord encore plus précieux vis-à-vis du porteur qui en bénéficie, et puis de l'écosystème, parce que c'est un label qui pèse. Tu peux nous dire un petit peu, Initiative Remarquable, c'est combien de dossiers, et puis justement cette notion d'excellence que vous développez? Cette notion d'excellence, on cherche à aller plus loin, on va dire. Les projets apportent une plus-value supplémentaire. Donc impact sociétal, impact environnemental, une volonté d'impacter les territoires en s'appuyant sur un niveau d'innovation important. Donc c'est un marqueur supplémentaire, c'est un label. On a 550 boîtes qui ont reçu des prêts Initiative Remarquable. Là, cette année, on a près de 200 entreprises qui vont être labellisées Initiative Remarquable. Et hier encore, on avait fait un appel à projet sur la thématique Se nourrir demain. On l'avait lancé, clôture des candidatures, c'était le 15 mars, pour rappeler de la date. Et on s'est rendu compte que toutes les boîtes qui ont candidaté sur cette période-là, celles qui sont lauréates, qui ont été lauréates hier, c'est des boîtes qui, pendant encore cette période, je reviens toujours à l'actualité, mais sur la thématique l'envie de mieux se nourrir, d'identifier les bonnes sources d'approvisionnement, les bons moyens logistiques, c'est des boîtes qui marchent très bien et ça devient un avantage concurrentiel d'avoir cet impact-là. 215 associations, tu l'as dit Olivier, sur tout le territoire, donc c'est-à-dire qu'à moins de 3/4 d'heure, vous trouverez une association initiative qui pourra vous accompagner et des associations initiatives spécialisées en innovation, comme sur la Nouvelle-Aquitaine, sur les Hauts-de-France, en Normandie, il y a Initiative Calvados, c'était passé par Initiative Nord en s'appuyant sur nous, mais voilà, s'il y a vraiment... Voilà, il faut les contacter, il faut les voir, et de toute façon, il faut se challenger de cette manière-là. Merci Olivier. Pour les trouver, c'est facile, il y a un site national, Initiative France, avec toutes les associations référencées, et puis vous trouverez aussi toutes ces informations-là et ces relais via le site BPI France Création. On parle de services, on parle d'innovation, on parle beaucoup de technologie quand même. Hein, vous voyez des coques de couleur sur tout le pourtour de Big. Là, Philippe a un coq rouge à la veste et est représentant de la French Tech, et la French Tech à Bordeaux. Philippe, peux-tu nous dire justement ce qu'est ce programme French Tech qui est assez récent au final dans l'écosystème de l'innovation? Merci. Alors la French Tech, c'est donc un label qui est attribué à des écosystèmes et à des territoires. C'est un label récent en effet, puisqu'il a démarré en 2015 en France. Il y a deux éléments clés qu'il faut avoir en tête. Tout le monde connaît à peu près le coq. La couleur pour la French Tech, c'est le coq rouge. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux éléments que peu de personnes ont, c'est que ce label a été attribué à durée déterminée. On est sur une période de labellisation de 2019 à 2022 et que ce label est attribué sur des écosystèmes, et il y a une centaine d'écosystèmes dans le monde qui sont labellisés, une cinquantaine en France et une cinquantaine à l'étranger, ce qui permet d'avoir pour les entrepreneurs un réseau mondial dès qu'il y a des questions d'internationalisation ou de développement sur des pays européens notamment. Ça, c'est le premier point très important. Le second point, c'est que la French Tech, son objectif, c'est de fédérer tous les acteurs de l'innovation. On parle d'innovation, c'est vraiment le mot d'ordre. Et quand je dis tous les acteurs, il faut penser bien sûr aux entrepreneurs. C'est d'abord notre première cible et notre premier objectif de leur délivrer des services concrets pour leur faire gagner du temps, parce que ça, c'est quand même un élément clé. Mais c'est aussi tous les ingénieurs, tous les designers, les investisseurs, les collectivités publiques, les partenaires privés, faire en sorte que cet écosystème d'innovation ne peut fonctionner qu'avec cette multiplicité d'acteurs. Et notre job, notre rôle à la French Tech, c'est de les mettre ensemble en mouvement, en dynamique, pour faire en sorte que tout le monde connaisse mieux les rôles et les missions de chacun, et pour faire en sorte qu'en fait on crée une dynamique qui soit favorable justement au développement d'innovation et au développement de porteurs de projets entrepreneuriaux. Alors, pour l'exemple, à Bordeaux, on fédère 850 entreprises sur un annuaire qui est en ligne, qui est accessible à tous. Mais ces écosystèmes French Tech sont à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Toulouse, dans l'Est de la France, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Paris, donc sur l'ensemble du territoire national. Et en fait, en tant que capitale French Tech, puisqu'il y a au sein de ces 100 communautés écosystèmes labellisées, on a 13 capitales French Tech, on a 13 écosystèmes qui portent et qui déploient des programmes nationaux, donc de la mission nationale French Tech. L'un d'entre eux s'appelle le programme French Tech Central. Et sur ce sujet... Qui est nouveau. Qui est complètement nouveau. Alors, qui est nouveau en territoire, mais qui n'était pas nouveau puisqu'il existait à Station F déjà depuis 2 ans et demi. Et en fait, l'objectif, c'était d'aider les entrepreneurs dans leur phase de croissance à répondre à toutes les démarches administratives auprès de la Directe, de l'URSSAF, du Trésor, de la DRFIP, des douanes, de l'ANSSI. Et on a une vingtaine d'acteurs publics qui viennent faire des permanences dans un lieu. Donc au départ, c'était à Station F à Paris. Et ce dispositif est en train d'être déployé sur l'ensemble des capitales French Tech, sur tous les territoires. Donc les 13 capitales French Tech que j'ai énumérées tout à l'heure sont en train de déployer ce programme. Et à Bordeaux, on a déployé ce programme juste à la sortie du confinement.
Et pour donner quelques exemples très pragmatiques, en fait, l'objectif de la plateforme, nous, ce que l'on dit à nos entrepreneurs, c'est qu'en moins d'1 minute, chaque entrepreneur peut prendre rendez-vous avec un acteur public. L'URSSAF, l'INPI, la Directs, les douanes, l'ANSSI, etc., tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et en moins d'1 minute, il a accès dans nos locaux à un rendez-vous physique qui lui permet d'avoir le correspondant innovation du service public ou de l'acteur public dont il a besoin pour résoudre un problème qui peut être uniquement administratif, mais qui peut être une entrave à son développement. Et notre objectif, je le répète, c'est de faire gagner du temps à l'entrepreneur et de façon à ce qu'il développe le plus rapidement son entreprise, tout en étant conforme aux réglementations, aux normes, à la législation, évidemment. Et en ce sens, pour vous donner quelques exemples concrets, on avait expérimenté déjà le French Tech Central avec quelques acteurs publics. Eh bien, durant le confinement, on a des entreprises qui se sont retrouvées en difficulté de trésorerie, mais qui avaient des crédits impôt recherche, crédits impôt innovation, par exemple. Donc, les entrepreneurs sont venus auprès de la DRFIP, la Direction régionale des finances publiques, pour prendre rendez-vous, parce que comme ils avaient ce crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, ben, on a accéléré le versement de ce CIR, de façon à ce que la trésorerie de l'entreprise ne soit pas mise à mal, tout simplement par un délai de versement, aussi simplement que ça. Un autre exemple, une entreprise qui crée des boissons à base de CBD, avec tout un arsenal juridique et bien sûr légal pour faire en sorte que ces boissons puissent être commercialisées. Et en fait, c'est dans la liste rouge des critères des banques en termes d'accueil et de structuration. C'est-à-dire que l'entreprise avait un concept innovant, mais à l'époque, elle ne pouvait pas créer de compte de société. Impossible. Toutes les banques lui refusaient. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en relation avec la Banque de France, le correspondant innovation de la Banque de France, qui a pris toutes les dispositions juridiques avec un cabinet d'avocats, légal, etc., pour faire en sorte que cette innovation puisse entrer dans le cadre et dans les cases qui correspondent à tous les formulaires et tous les CERFA que tous les entrepreneurs connaissent. Et de ce fait, l'entreprise, 1 mois plus tard, avait un compte et avait même 3 banques qui se proposaient pour ouvrir un compte. C'est très pragmatique, mais l'idée, c'est de faire en sorte que cette innovation, la French Tech, soit l'accélérateur de l'innovation dans tous les territoires. Et French Tech Central, c'est un des outils pour le faire. Merci Philippe. Ce qui est important, c'est qu'en effet, au niveau de... On parlait, c'était d'un label, une initiative qui est assez jeune, mais ce label a réussi à fédérer un écosystème, à assurer un parcours, une lisibilité, un accompagnement pour qu'un entrepreneur, après, puisse trouver, au niveau des métropoles, l'écosystème qui va être propice à son développement, à trouver les bons interlocuteurs, à créer des synergies. Ce qui permet, on ne va pas être à Bordeaux, on revient entre Paris et la Bretagne quand même. Nicolas, toi aussi, tu as la même coque French Tech et tu es un serial entrepreneur. Tu as déjà créé des entreprises, tu en es à ta 2e, qui est là totalement dans l'écosystème French Tech. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'entrepreneur et puis bonjour à tous. Ouais. Comment cet écosystème a été oui, bénéfique. Peut-être vous faire effectivement un petit retour d'expérience et puis pour illustrer un peu tout ce qui a été dit là. Donc moi, très rapidement, oui, j'ai monté la dernière société. Donc je suis dans l'immobilier et la construction. Moi, j'étais pas du tout geek, pas du tout. Mais bon, à un moment, quand ça se digitalise, il faut y aller. Donc avec la 2e société, je suis un peu reparti de zéro en me disant il faut digitaliser ce secteur-là et en gros transposer en fait ce qui s'est passé il y a 30 ans dans l'aéronautique. Hein, bon, même si on n'est pas des spécialistes là-dessus, vous dites un avion, bah, vous savez exactement la vis au bout de l'aile d'avion, vous savez d'où elle vient, elle a été faite en 3D, quand il faut la contrôler, etc. Et vous prenez le secteur du bâtiment, qui au passage est le seul secteur dont la productivité a baissé depuis les années 60, hein, et qui ne s'est absolument pas digitalisé. Et ben vous prenez une lampe ici, là, et ben on n'en sait rien. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas quand elle a été changée, on ne sait pas rien du tout. Et ça, que vous le preniez à titre personnel dans votre appartement ou pour un hôpital flambant neuf, c'est le même bazar, paradoxalement. Et on parle d'un secteur qui pèse plus de 10% du PIB mondial. Donc
Du coup, voilà, ça c'était, on va dire, l'idée de base, donc de digitaliser un peu tout ça. Et bon, sans trop rentrer dans le détail, donc c'était il y a 3 ans, donc on est une trentaine de collaborateurs, un peu comme toi en fait, mais dans un domaine qui n'a rien à voir. Quoique, on travaille pour Corian, par exemple, tu vois. Mais du coup, tout ça pour dire que au début, parce que je pense que majoritairement là, vous êtes plutôt porteur de projet, non? Ou en tout cas avec des... Ouais. Enfin, qui a une idée en tête ou est déjà entrepreneur ou dans l'optique de lancer? C'est juste pour savoir un petit peu... oui, donc... Il y a des mains, ouais. Donc du coup, juste pour vous dire, moi, clairement, il y a 3 ans, j'avais pas un radis, hein, pas grand-chose. J'avais l'idée... Bon, j'avais déjà quelques clients de ma précédente structure, et du coup, bon, par contre, j'avais vendu quand même le concept à des clients. Donc, j'avais réussi à récupérer. Donc, j'ai pas eu les bourses, etc. Mais par contre, j'ai eu d'autres accompagnements hyper précieux parce que les banques m'ont tout de suite suivi avec un prêt de démarrage qui était, alors j'ai plus les détails en tête, mais co-garanti. Enfin bref, garanti par BPI. en gros, si BPI n'était pas derrière, ça aurait pas été financé. Donc ça m'a permis vraiment d'amorcer la pompe hein, quand on n'a pas grand-chose. Ensuite, en autre interaction entre guillemets avec BPI, on a été retenu parce que on savait qu'on avait, donc quand j'ai constitué l'équipe, on avait quand même une innovation, nous, qu'on avait inventée technologique dans la plateforme. Et du coup, on voulait savoir si c'était une vraie innovation au niveau mondial ou pas. Et c'est là qu'on a fait le programme Impact USA, donc de BPI France, Business France. Donc j'ai passé plusieurs mois à la Silicon Valley. C'est là d'ailleurs où j'ai eu ce petit coq-là au passage. Je vous la fais courte, mais bon, c'était très dur et on a été vraiment accompagnés par les équipes Business France, BPI France qui nous ont soutenus. Je vous la fais courte, mais on a fini par gagner le premier prix de la tech de l'immobilier là-bas. Alors qu'on partait de très loin, et j'ai pas un super niveau d'anglais, mais bon, on a été bien accompagnés, puis on a un peu bossé quand même. Et bref, et ensuite, donc on est revenu, et le lien aussi, on a été incubé dès le début à l'incubateur HEC à la station F. Et du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, parce que ça, c'est des moments aussi qu'il faut pas oublier. Et c'est ce que tu disais, il y a des instants où en fait, parce que quand ça marche et que c'est lancé, qu'on a fait la levée de fonds, je ne vais pas vous dire que c'est facile, parce que mais on n'a plus le stress de se retrouver à payer la fin du mois. Et enfin, tu connais ça, et je pense que d'autres connaissent ça. Donc il y a des moments clés en fait où là, il y a quelqu'un qui vous tend un peu la main et vous êtes dans le désert et qui vous donne la petite goutte d'eau. Et c'est cette petite goutte d'eau là qui est importante, de dire qu'après, quand vous êtes bien dans l'oasis, c'est entre guillemets gros et gras, et que là on vous amène un baril d'eau, c'est plus pareil. Ça pue la même valeur. Voilà, donc sur cette petite goutte d'eau-là, pour revenir sur la métaphore, j'en ai 2 en tête avec French Tech Central, justement, parce que du coup, pour illustrer ce que disait Philippe, vous avez là, et ça n'existait pas hein, avant, vous avez là la possibilité en fait d'avoir accès à des interlocuteurs qui connaissent vos problématiques de toutes les administrations. Donc ça a été, moi je le connais parce que donc, Bordeaux c'est la première en région, c'est ce que tu me disais, mais en fait depuis 2 ans c'était expérimenté à Station F, donc j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier. Et d'ailleurs je salue le travail de l'ami Louis Fleuret qui est de French Tech Central de Paris, qui a monté ce programme-là. Juste 2 anecdotes pour vous dire un peu, pour revenir à la période dans le désert. Donc un jour, il y avait un paiement d'un fournisseur qu'on a refusé. On pouvait le payer, mais bref, ça n'avait pas délivré avec l'équipe tech, en gros, qu'on avait externalisé, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter, d'internaliser l'équipe informatique. Et bref, la banque, au moment de refuser le virement, en gros, je l'ai su qu'après ça, mais se plante de case. Et au lieu de mettre, je suis très précis, mais c'est important que vous compreniez. Et au lieu de mettre, en gros, contestation du paiement, ils ont coché, dans leur truc interne, hein, ils ont coché incapacité de payer. Et en fait, ça, ce petit détail-là, en interne dans la banque, et ben derrière, alors moi j'étais à des années-lumière de tout ça, hein, et ben derrière, en fait, je vous le dis comment ça s'est passé, comme ça vous allez comprendre. Le lendemain, donc là je reçois un appel d'un de mes gros clients
qui me dit, mon contact avec qui on développait, on était en super bon terme, il me dit, écoute, je comprends pas, je viens d'avoir un warning de mon service financier, vous déconnez ou quoi, ça va pas, vous êtes en mauvaise santé ou qu'est-ce qui se passe? Bon, je dis, écoute, j'avais pas le lien, hein, naturellement, là je vous fais le lien avec ça, mais moi le lendemain, enfin, je l'avais même pas vu cette histoire-là, avec la banque. Et, oh la vache. Le surlendemain, je reçois l'appel du banquier, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je me dis, bon, donne-moi un peu plus, parce que... Et donc il me dit, bah écoute, vous êtes dégradé à la cotation Banque de France. Je lui dis, bon déjà, hein, je connaissais un petit peu comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà. Et il me dit, oui, vous êtes en gros dans le rouge écarlate, quoi. Et puis là, du coup, donc je commence à regarder un petit peu et tout ça. Et puis en fait, je reçois d'autres appels de grands comptes avec qui on travaillait et tout. Et puis là, en gros, ça veut dire, bah hop, vous êtes dans le collimateur et en gros, ça sent mauvais, quoi. Ça sent très mauvais. Et donc derrière, les banques, tout le monde perd la confiance, etc. Et bref, donc là, et le banquier, lui, il ne savait même pas. Donc là, vous n'avez pas d'interlocuteur, hein. Dans ce cas-là, vous êtes tout seul. Et même, vous êtes celui qu'on fuit parce que, du coup, vous êtes noté en rouge écarlate, quoi. Et du coup, j'appelle notre ami Louis Fleuret. French Tech Central, donc. French Tech Central. Et lui me dit, parce que là, dans ce cas-là, vous n'avez plus grand monde vers qui vous tournez, hein, et puis vous ne savez pas. Et donc, il me dit, écoute, on te fait le rendez-vous Banque de France. Et donc là, je rencontre, c'est Maurice Holmes, c'est lui qui a monté derrière ce programme-là. Et pour vous la faire courte, donc je le vois le lendemain, donc c'est ce que tu dis et je ne peux que l'approuver, parce que le rendez-vous est pris le lendemain. Et donc en gros, lui, il accède à tous les dossiers et tout, et donc je lui explique le cas. Il fait, écoute, le problème, il vient de là. Et en live, il fait un mail au banquier en disant, merci de corriger ça, quoi. Et le surlendemain, ma note de France est remise. On ne peut pas faire plus réactif et concret. Genre, en termes de parcours, ce qui aurait pu être assez dramatique pour la vie même de l'entreprise, a pu, parce qu'il y a eu un écosystème rassemblé autour de Station F qui a fait cette expérimentation maintenant déclinée sur Bordeaux. Ça a permis d'avoir l'interlocuteur immédiatement et que celui-ci prenne ton dossier en main en priorité. Et le banquier a halluciné, hein, je vous le dis clairement, parce que ces gens-là, vous ne les rencontrez pas normalement. Vous n'avez pas de contact avec la Banque de France dans la vie normale, quoi, hein. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un peu Et donc je remercie l'écosystème, c'est pour ça notamment que je porte le coq et puis je ne peux que soutenir ce que tu dis. Le programme. Paul Alexis, tu avais un dernier mot. 30 secondes avant que vous partiez, parce que ça me paraît essentiel. Aujourd'hui, on finance beaucoup parce qu'il y a de l'innovation. Donc souvent, c'est un critère déterminant lorsque vous déposez un projet, que ce soit pour BPI France ou France Initiative. Il y a toujours ce côté, c'est quoi l'innovation? Moi, je suis persuadé que chaque projet peut être innovant. C'est pas pour dire on va aller choper du financement et trouver un truc à peu près aléatoire pour montrer que c'est innovant. C'est qu'en fait, l'innovation, c'est vraiment ce qui va vous faire la différence par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, qui va être un facteur clé de succès, un facteur différenciant. Mais je suis persuadé que chaque projet peut être innovant si vous arrivez à twister un peu, à réfléchir à votre modèle et à apporter la petite innovation qui va faire la différence. Voilà, c'est tout. Merci. Je l'avais dit en introduction, le sujet est dense, le délai est court. Maintenant, vous avez eu des informations rien telles que la parole d'entrepreneurs et d'acteurs de l'écosystème qui font part de leur expérience et comment eux aussi vont faire vivre tous ces dispositifs. Donc, je vous invite vraiment. C'est ouvert à tous, hein. Vous allez en ligne et il faut pas être. C'est pas parce que c'est à Station F ou autre que c'est ouvert à tous, hein. Allez en ligne, allez sur le site BPI France Création, allez sur le site French Tech, rapprochez-vous de votre écosystème et vous aurez un accompagnement après sur mesure par rapport aux ambitions de votre projet. Merci à vous.